Il y a 3 ans, je prononçais ici même mon discours de président de la nouvelle Assemblée élue et j'utilisais ces mots. Il faut relever le Sénat pour faire vivre le bicamérisme. C'est l'esprit de la feuille de route que je vous propose de suivre ensemble, nous, les 348 sénateurs. Nous avons, ces 3 dernières années, beaucoup œuvré, ensemble, tous ensemble, pour faire mieux la loi, mieux contrôler l'action du gouvernement, mieux gérer et clarifier nos règles de fonctionnement interne. Nous avons su faire mieux entendre ce qui est pour nous essentiel, la voix des territoires. Nous avons collectivement retrouvé la pleine légitimité de notre Assemblée et sa place dans le fonctionnement des institutions de la République. Je voulais vous remercier de tout cela. Le bicamérisme est un atout pour notre démocratie. Et monsieur le doyen, vous l'avez évoqué dans vos propos en faisant référence à Montesquieu. Et le projet que je viens de vous proposer repose sur 2 principes qui me paraissent devoir structurer notre rôle. Être garant de l'équilibre des pouvoirs, être garant de l'équilibre des territoires. L'horloge démocratique de nos institutions ne peut être réduite à l'élection du président de la République au suffrage universel direct que suit l'élection des députés et qui, depuis la réforme du quinquennat, n'est cette élection que la réplique sismique de l'élection présidentielle. L'équilibre des pouvoirs indispensable au fonctionnement démocratique de la République, oui, cet équilibre des pouvoirs a besoin d'une voix différente, et c'est la voix du Sénat. Aux sources de notre légitimité dans la Ve République, il y a ces mots d'un discours abailleux de Charles de Gaulle, et je le cite. Il faut attribuer à une 2e assemblée, élue et composée d'une autre manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. Or, si les grands courants de politique générale sont naturellement reproduits dans le sein de la Chambre des députés, la vie locale, elle aussi, a ses tendances et ses droits. Le Sénat est à mes yeux le stabilisateur institutionnel indispensable à une démocratie apaisée. Il protège les citoyens des lois de pulsion votées dans la précipitation, sous la pression populaire ou médiatique du moment, des excès éventuels de l'exécutif, influencés par la proximité d'élections nationales ou la chute dans les enquêtes d'opinion. C'est ce contre-pouvoir qu'incarne le Sénat. Un contre-pouvoir exigeant qui n'est jamais un anti-pouvoir et qui sait s'opposer avec discernement, sans les excès des postures partisanes qui n'a jamais été dans sa nature. Notre ambition, ce doit être l'intérêt de la France. La force du Sénat est de savoir résister aussi aux artifices temporaires de communication, aux effets de mode qui parfois caricaturent le passé, idéalisent le présent et feraient croire qu'on passe soit de l'ombre à la lumière, soit de l'ancien monde au nouveau monde. Ce qu'il nous faut collectivement incarner, c'est l'efficacité au service de la France, le respect que nous devons aux élus locaux qui s'engagent chaque jour au service de nos compatriotes. C'est la vérité que nous devons aux Français, le redressement concret de notre pays pour lequel je crois, tous ensemble, nous serons toujours au rendez-vous. Nous avons une responsabilité constitutionnelle spécifique. Nous sommes les représentants des collectivités territoriales, nous sommes les représentants des élus locaux, nous sommes les représentants de la France de la proximité, de la France du concret, de la vie quotidienne des Français dans chacune de leurs communes. Mais je n'oublie pas non plus nos compatriotes établis hors de France, qui sont aux avant-postes de l'image de notre pays. Le développement équilibré de nos territoires, que ce soit en métropole et dans nos outre-mer, est indissociable de l'idée que nous nous faisons de la nation et de son unité. Nous ne pouvons accepter que des parcelles de France se sentent aujourd'hui oubliées,
à côté, que certains de nos compatriotes aient le sentiment de ne plus compter et donc de ne plus être concernés. La fracture territoriale, mes chers collègues, vous le savez, est un poison lent qui mine notre pays et fissure notre modèle républicain. Oui, nous devons réconcilier la France avec ces territoires, avec tous ces territoires, et qui sont mieux placés que nous, sénateurs, pour contribuer à cet objectif. J'ai la conviction que le maillage territorial que représentent les élus locaux peut seul nous permettre de reconnecter tous les territoires à la République. La fin du cumul des mandats, monsieur le doyen, est un défi. Par construction, il fragilise le lien qui unissait le sénateur aux élus locaux. C'est ce lien direct qui contribuait d'ailleurs à en faire un législateur avisé et un contrôleur vigilant. Je vous le dis très clairement, le sénateur d'octobre 2017 n'est plus le sénateur de juin 2017. Il va donc nous falloir exercer notre fonction de manière différente, pour prendre en compte les attentes des élus locaux, avant comme après le vote de la loi, et consolider ce lien de proximité. Les consulter davantage, et pour ce faire, mettre ici en place un outil numérique de consultation permanente des élus locaux. Le président de la République souhaite par ailleurs, réduire le nombre des parlementaires siégeant dans chaque assemblée. Pour ma part, je ne lui suis pas a priori opposé, à une condition. Le Sénat devra incarner par sa composition l'équilibre territorial et la diversité qui cimentent une nation. La diminution et l'évolution du nombre de sénateurs, qui doit être à due proportion du nombre de députés, ne peut pas réduire au quasi-silence les territoires à faible démographie. Permettez-moi d'emprunter à son discours, et vous allez le remettre dans le contexte de l'époque, du 5 octobre 1965, les propos de mon illustre prédécesseur Gaston Monnerville. Si l'Assemblée nationale est le reflet de la démographie du pays, le Sénat est le reflet de sa terre et de sa géographie. Et dans le cadre de la réforme constitutionnelle, qui est pour nous une responsabilité majeure, je vous proposerai d'en examiner le contenu, sans parti pris ni arrière-pensée, mais je vous le dis clairement, le Sénat comptera dans cette révision constitutionnelle. Mes chers collègues, pour que le pays avance, et il a besoin d'avancer, face à la désespérance, face au chômage de masse que nous connaissons depuis tant de décennies, il faut que l'intérêt de notre pays prime sur toute autre considération, et notamment dans les relations entre l'exécutif, le Parlement et, en ce qui nous concerne, le Sénat. Les Français demandent plus de liberté, moins de contraintes, moins de réglementation. Les élus que vous avez sentis usés, fatigués, parfois désespérés, et je pense notamment à nos collègues qui les ont rencontrés tout au long de ces semaines, je crois qu'ils veulent plus de stabilité. Ils demandent de l'autonomie, de la prévisibilité. Ils attendent qu'on fasse confiance à ce qu'a construit la décentralisation depuis 35 ans, décentralisation qu'il faut préserver et fortifier. C'est aussi une de nos responsabilités dans cette Assemblée. Oui, mes chers collègues,
il faut rétablir une relation de confiance entre l'exécutif et les élus locaux. C'est indispensable pour redresser notre pays. Et le Sénat, je vous le dis, doit être un facilitateur, un pont, pour que confiance et respect, qui étaient les mots que j'utilisais le 17 juillet dernier, soient les mots qui nous permettent d'avoir des relations apaisées, en vérité, des relations positives. Nous aurons enfin, ces 3 prochaines années, une tâche immense à accomplir. Réconcilier les citoyens avec le Parlement. C'est une responsabilité que nous devons assumer. Nous avons, nous parlementaires, bien sûr un devoir d'exemplarité. Ici, beaucoup a été fait et nous poursuivrons les réformes engagées. Mais il faut cesser d'affaiblir le Parlement. Le populisme s'est toujours nourri de l'anti-parlementarisme. Prenons garde de ne pas abîmer la démocratie parlementaire. C'est notre bien commun. Il nous faut la protéger. La dignité de chaque parlementaire, c'est pour le président que je suis une exigence et un engagement que je prends devant vous. Je resterai attaché avec vous à un Sénat ouvert, respectueux des droits et des libertés de chaque groupe, attentif aussi aux libertés individuelles et collectives, qui est la marque profonde aussi de la tradition et de l'héritage du Sénat. Un Sénat qui, dans les moments importants, y compris depuis 3 ans, a su soutenir le gouvernement à chaque fois que l'intérêt de la France l'exigeait, qui a parfois dit non, chaque fois qu'il le ressentait en conscience. L'indépendance du Sénat, la liberté des sénateurs sont notre différence. Je resterai le garant de cette différence sénatoriale que parfois certains regardent ou nous reprochent, mais qu'au fond, beaucoup nous envient. Alors, mes chers collègues, quelle que soit votre sensibilité, comme vous, comme ici nous l'avons au Sénat, nous avons tous la France au cœur pour que vive le Sénat, vive la République et vive la France. Patrick Kanner, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Nord, ancien ministre. Merci d'être avec nous. Bernard Delcros, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UDI-UC du Cantal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Éric Bocquet est également avec nous. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste du Nord. Et j'accueille enfin Marc-Philippe Daubresse. Bonjour. Également ancien ministre et sénateur Les Républicains du Nord. Vous avez été élu dimanche dernier. Première question pour vous, justement, Marc-Philippe Daubresse, puisqu'on voit cette réunion aujourd'hui à Amiens autour d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le gouvernement dit avoir trouvé une solution, un compromis sur ce projet de canal Seine-Nord. Est-ce que vous êtes satisfait, convaincu par le nouveau montage qui a été proposé aux collectivités? Je suis ni satisfait ni convaincu. Je suis sceptique. C'est-à-dire que le gouvernement donne le feu vert, mais il ne sort pas un sou. Entendons-nous, pharaonique, 4 milliards d'euros. Quand j'étais ministre du Logement et de la Ville, on a mis 16 milliards d'euros d'argent de l'État dans les cités les plus en difficulté. Là, on parle de 700 millions d'euros de l'État, et l'État dit les collectivités locales avancent l'argent, les collectivités locales gèrent la structure de gouvernance, et on verra après ce qu'on fait. Et on entend parler de taxes. Je peux vous dire que si on continue à financer par des taxes, je pense que là, on ne va pas être d'accord. En tout cas, bon, une étape a été franchie, puisqu'on avait l'impression que le projet pouvait être enterré, donc on peut dire oui, le verre est à moitié plein, mais clairement, on n'a toujours pas réglé le problème du financement. Vous êtes d'accord, Patrick Kanner? Vous êtes en partie rassuré? Le projet ne s'enlise plus, il va voir le jour? Attention au jeu de dupes, comme le dit très justement M. Daubresse. Ce projet doit être financé par l'État et il ne faudrait pas que par une mesure de dérive dans le temps, on aboutisse à ce qu'il devienne non pas un projet national, mais un projet régional. Et donc là, la solidarité nationale ne jouerait absolument pas pour un territoire qui en a besoin. Donc nous serons d'une vigilance et d'une exigence totale.
pouvez compter sur tous les parlementaires du Nord, quelle que soit leur sensibilité, pour dire nous voulons ce canal Seine-Nord, même si le Premier ministre du Havre, eh bien, manifestement, est très réservé sur le sujet. En tout cas, il ne faudrait pas l'enterrer pour des raisons financières qui n'ont pas lieu d'être. Raisons financières, mais aussi raisons économiques. On a besoin de ce canal, Éric Bocquet. Oui, complètement. Je crois que là-dessus, il y a consensus des élus, des partenaires économiques, des populations dans un territoire qui en a bien besoin. Effectivement, pour son développement, c'est aussi du développement durable. À l'époque où l'on vit, c'est une question qu'il faut également se poser. Et puis attention de ne pas trop tirer sur la corde des collectivités qui on demande sans arrêt les économies. Et à nouveau, mettre la main à la poche, ça pose également des questions par rapport aux moyens financiers de ces collectivités. Justement, Bernard Delcros, alors vous n'êtes pas élu de cette région, mais cet épisode aujourd'hui avec cette manifestation des élus autour de Xavier Bertrand, c'est symptomatique de la crispation qu'il y a en ce moment entre les collectivités territoriales et le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment passé de la confiance à la défiance ? Alors, il y a une réelle inquiétude chez les élus locaux par rapport à l'avenir. Mais je pense qu'aujourd'hui, les propositions qui sont faites par le gouvernement concernant les dotations aux collectivités locales, que ce soit d'ailleurs pour le fonctionnement comme pour l'investissement, sont quand même positives, ou en tous les cas, elles vont dans le bon sens et elles s'appuient sur un contrat de confiance à signer entre les collectivités et le gouvernement. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Cette contractualisation semble remise en cause, Bernard Delcros. Aujourd'hui, oui, on voit que les élus, il y a eu beaucoup notamment des régions, ont encore claqué la porte la semaine dernière de la conférence des territoires. On peut faire le chemin inverse. Je pense que dans cette situation-là, il faut regarder les choses objectivement. Il y a eu des inquiétudes, pourquoi ? Il y a eu des inquiétudes d'abord parce qu'on a annoncé 10 milliards, puis 13 milliards de participation des collectivités à la réduction des dépenses publiques. Donc évidemment, comme ça s'est passé d'ailleurs dans les années précédentes, les élus locaux se sont dit on va subir encore 13 milliards de baisse de dotation. Ça n'est pas le cas, puisque ces 13 milliards seront concentrés sur les 319 plus grosses collectivités de France. Et il ne s'agit pas de baisser les dotations, mais simplement de limiter l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Bon, ce qui peut, évidemment, on peut rentrer dans le détail. Donc, ça n'est pas une baisse de dotation. Et globalement, les dotations pour les collectivités, que ce soit à travers la dotation globale de fonctionnement, restent stables. Et les dotations à l'investissement des collectivités, que ce soit la dotation d'équipement des territoires ruraux ou la dotation du Fonds de soutien à l'investissement local, ne sont pas à la baisse. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises ou annoncées, qui ont inquiété les élus locaux. Il y a aussi des mesures qui ne sont pas satisfaisantes et même pas acceptables. J'en citerai qu'une, la suppression du prêt à taux zéro pour la plus grande partie du territoire national. C'est une mauvaise mesure sur laquelle je souhaite vraiment que l'on puisse revenir. Parce que c'est une mesure qui touche directement les jeunes et qui veulent accéder à la propriété. Et je pense que c'est une très mauvaise mesure. Donc, il y a eu l'annulation des crédits, il y a eu l'affaire des contrats aidés qui est arrivée soudainement. Donc, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont alerté et amené de l'inquiétude chez les élus locaux. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, de mon point de vue, le projet de loi de finances pour 2018 est plutôt, va dans le bon sens pour les collectivités locales. Marc-Philippe Daubresse, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord, notamment dans ce projet de budget pour 2018. On a appris, et c'est ce qui a mis le feu aux poudres la semaine dernière, que le gouvernement a supprimé le fonds de 450 millions d'euros pour financer la nouvelle compétence qui était au département de soutien des PME en difficulté, transférée aux régions. On a vu que ça avait mis le feu aux poudres. Mon voisin a chaussé ses lunettes roses. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. C'est très grave d'ailleurs. Si le président des maires de France, dans la presse d'hier, dit l'alerte est solennelle et qu'il est relayé par le secrétaire général qui est d'orientation socialiste, c'est-à-dire qu'il y a un consensus politique des principales tendances de tous les élus locaux qui disent attention, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Les contrats aidés, où on transfère là aussi la charge de l'aide aux contrats aidés de l'État vers le département, puisqu'on va obliger ces malheureuses personnes qui ont peu de chances de retrouver de l'emploi à aller au RSA qui est financé par le département et non plus par l'État. Ce qui vient de se passer, vous venez de le dire, sur une compétence qui aurait dû être compensée, qui ne l'est pas. On nous dit que on va le cadeau de M. Macron, qui l'a aidé à faire élire d'ailleurs, de baisser pour une partie de la population significative la taxe d'habitation, on nous dit qu'il n'y a pas de problème, tout ça va être compensé. Mais on vient de nous faire la démonstration d'une compensation qui n'est pas réalisée. Vous l'avez dit, les présidents de région, et le président des présidents de région a claqué la porte. On est dans une situation extrêmement grave. Et les élus locaux, justement, sont dans une situation de défiance et non pas de confiance. Et les quelques apaisements qui ont été faits pour 2018 ne vont pas contribuer à les rassurer. Patrick Kanner.
Oui, je suis heureux du propos de mon collègue Marc-Philippe Daubresse, parce que n'aurais-je entendu si M. Fillon avait été élu président de la République, parce que là, la saignée aurait été encore plus forte que celle Moi, je ne que nous soutenais pas connaissons. M. Fillon à la primaire, rappelez-vous. Mais vous le souteniez, M. Daubresse, au moment de l'élection finale, Oui, qui est normale. parce qu'il faut toujours rester fidèle à son camp, Et comme vous l'êtes. vous avez raison, et c'est vrai que j'avais des choses aussi à dire sur la condition de M. Hamon, mais c'est un autre débat. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes en train de passer d'une décentralisation que je pourrais qualifier providence, avec de nouvelles libertés, de nouveaux droits, de nouveaux pouvoirs pour les élus, à une décentralisation pénitence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être élu local, eh bien, c'est extrêmement difficile. Aucune lisibilité. Moi, j'ai le retour des élus que j'ai pu rencontrer, comme d'autres ici pendant cette campagne sénatoriale. Tous nous ont dit, mais laissez-nous prospérer, laissez-nous développer des projets pour nos collectivités et pour nos populations. Aujourd'hui, quand j'entends M. Delcros, et effectivement, il est optimiste, il a peut-être raison de l'être. Moi, je suis plutôt réaliste, parce que finalement, demander aux collectivités de limiter leurs dépenses, M. Delcros, c'est faire un contrôle d'opportunité sur les choix politiques de ces mêmes collectivités. Et donc, c'est la remise en cause de l'article 72 de la Constitution sur les libertés locales. Donc, derrière ça, je me demande si le gouvernement comprend les élus locaux. Je pense que Emmanuel Macron a beaucoup de qualités, sûrement. Il a été d'ailleurs mon collègue, ou j'ai été plutôt son collègue au Conseil des ministres. Mais il a au moins un manquement, c'est qu'il n'a jamais été élu local. Et ne pas être élu local, aujourd'hui, c'est sûrement une faiblesse pour pouvoir diriger notre pays. En tout cas, avoir une histoire d'élu local. Alors, avant peut-être juste de vous donner la réponse, Bernard Delcros, une question pour Éric Bocquet, parce que c'est intéressant ce que vient de dire Patrick Caner. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'idée même de la décentralisation qui est menacée, selon vous, Éric Bocquet? Ouais, je pense qu'on fait un peu machine arrière de ce point de vue, sans donner les moyens aux collectivités de se développer, d'assurer la réponse aux besoins que les populations expriment régulièrement. On a entendu ces cris d'alarme dans la campagne, effectivement, les uns et les autres. Le congrès des maires ruraux de France a eu lieu ce week-end dans le Finistère, où les mêmes cris d'alarme ont été lancés. Les élus locaux en ont un peu assez d'être stigmatisés ainsi. Après le gel des dotations, la réduction, on nous réannonce dans le quinquennat qui vient de nouvelles réductions. Beaucoup d'élus nous ont dit être désespérés, inquiets et manquer de visibilité au-delà de 2020, y compris pour la persistance de leur commune. C'est un vrai sujet pour la République, ça. Bernard Delcros. Oui, moi j'entends ce qui est dit. Je pense qu'encore une fois, il faut être objectif. C'est vrai qu'il y a de l'inquiétude chez les élus locaux, et je rejoins ce qui a été dit d'ailleurs par les deux collègues. Les élus ont besoin de lisibilité, et aujourd'hui il y a de l'inquiétude parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Il y a un manque de visibilité. Or ça reste la base, quand on est élu local, de savoir ce qu'on va pouvoir faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, pour pouvoir planifier. Mais regardons les chiffres. C'est tout simple. Au cours des 4 dernières années, la DGF, qui est quand même la dotation qui permet aux collectivités de fonctionner et d'investir, a baissé de 10 milliards d'euros. Elle est passée de 40 milliards à 30 milliards pour que les collectivités participent au redressement des finances publiques. Je ne juge pas. Je donne des Avec la chiffres. création d'autres dispositifs. Je donne des chiffres. Mais je suis pas en train... J'essaie de regarder les choses objectivement. Objectivement. Pour moi, c'est ça qui compte. Je suis ni dans une posture de soutien au gouvernement, ni dans une posture d'opposition systématique. La DGF est passée au cours des 4 dernières années de 40 milliards à 30 milliards. Quand il a été annoncé 10 à 13 milliards d'économies supplémentaires pour les collectivités, on a tous, je suis élu local, on a tous eu l'idée qu'on allait poursuivre la baisse de la DGF. Ce n'est pas ce qui se passe. La DGF, aujourd'hui, elle est maintenue à son niveau 2017. Pour 2018. Pour 2018. Et on ne nous annonce rien pour la suite. Au cours des 4 dernières années, le gouvernement a largement augmenté les aides à l'investissement des collectivités. À l'investissement des collectivités à travers la DETR et un deuxième fonds. La DETR qui est passée de 600 millions à 1 milliard. Je regarde les choses objectivement. Avec 300 millions qui ont été enlevés, M. Delcros, à la fin de cette année. Oui. Et donc, l'une des inquiétudes des élus, j'en faisais partie, c'est de dire qu'il y a eu une progression importante au cours des 4 dernières années de la dotation à l'investissement. Ce qui est important, ça aide les collectivités dans les territoires à investir. Donc, on alimente aussi l'activité économique, l'emploi. On avait une inquiétude. On avait franchement la perspective de dire on va baisser les aides à l'investissement. Elles sont maintenues à peu près. Il y a une baisse un peu sur les contrats de ruralité, mais on va dire dans les grandes basses, elles sont maintenues. Donc ça, ce sont des choses qui sont positives et objectives. Après, tout n'est pas satisfaisant, je l'ai dit. Il y a eu le décret d'annulation de 300 millions d'euros en courant d'année 2017 qui est arrivé soudainement, qu'il a fallu gérer dans les départements. Il y a eu la question des contrats aidés qui n'avaient pas été préparés. Et donc les collectivités ou les associations, souvent, sont trouvées en grande difficulté parce que ça a été des décisions soudaines
soudaines qui sont en train d'être revues. Il y a le prêt à taux zéro. Donc l'idée n'est pas de dire tout va bien ou tout va mal. L'idée est d'être objectif, de dire là où les choses sont satisfaisantes et là où, au contraire, il faut les faire évoluer parce que ça n'est pas acceptable. C'est tout simple. Marc-Philippe Daubresse, est-ce qu'il y a aussi peut-être une volonté de la droite majoritaire dans ces territoires de souffler un peu sur les braises? C'est un moyen aussi pour la droite de reconquérir ces territoires et de revenir au pouvoir? Non, je ne pense pas que ça se pose en ces termes-là. On aurait tout à fait tort de politiser sur un plan partisan ces questions qui, pour l'instant, rassemble beaucoup d'élus locaux dans l'inquiétude. Dans les solutions à trouver, peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord. Mais quand j'additionne tout ce que mon collègue vient de dire, il dit regardons les choses objectivement. Quand j'additionne objectivement, vous l'avez dit, le précédent gouvernement avait augmenté effectivement un fonds pour l'investissement. Il a apporté 1 milliard. Mais là, on vient de le redescendre à 700 millions. Il était à 600 millions avant. Bon, c'est pas génial. Les contrats aidés, on aurait pu rester aux alentours de 300-350 000 contrats aidés, comme moi je l'avais fait quand j'étais ministre en charge. Eh bien, on est redescendu de manière drastique et on transfère une compétence au Sénat. Vous venez de parler du prêt à taux zéro. J'ai été ministre du Logement. Vous savez l'incidence, là, pour les zones comme la vôtre, le Cantal? Vous savez l'incidence en nombre d'emplois qui vont être perdus dans le bâtiment si on fait ce qui est prévu? C'est environ 80 000 emplois de moins dans le bâtiment et c'est environ 50 000 prêts à taux zéro. Moi, j'étais un de ceux qui a lancé le prêt à taux zéro avec Jean-Louis Borloo à l'époque. Mais c'est dramatique. Vous additionnez tout ça. Les élus locaux ont raison d'être très inquiets. Alors on nous dit, moi j'étais sur la forme, j'étais parfait. Monsieur Macron nous dit en juillet, on va faire un contrat de confiance sur 3 ans. Eh ben, sinon, le contrat de confiance, quelque part, il doit nous donner une lisibilité, comme vous dites, ce qui n'est pas le cas sur 2019, 20 et 21. Et pourquoi le gouvernement ne le donne pas? Parce qu'il ne sait pas du tout où il va. Que Igodi a vu, c'est ça le sujet. Patrick Caner, ensuite avec vous. Oui, le pacte de confiance, puisque c'est le nom de ce document, aujourd'hui met en cause potentiellement le pacte républicain et la place des collectivités locales. J'ai été ministre de la Ville. M. Daubresse l'a été aussi. Vous évoquiez les contrats aidés. Il n'y a pas de politique de la ville sans association. Il n'y a pas d'association aujourd'hui sans contrat aidé. Très concrètement. Et quand j'entends le Premier ministre dire à un moment donné, les contrats aidés, c'est une subvention déguisée, je reprends l'expression exacte, déguisée pour les collectivités locales et pour le secteur associatif, ce n'est pas une subvention déguisée, c'est une subvention. C'est un geste de solidarité nationale. Et derrière le mot de subvention, il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont en perdition. Moi, j'en ai rencontré dans mon canton, je suis aussi conseiller départemental, qui m'ont dit en permanence, mais monsieur le conseiller départemental, à l'époque... Le gouvernement considère aussi que ça ne permettait pas d'avoir des emplois pérennes, ces contrats aidés. Vous savez, tous les chiffres montrent que les contrats aidés se traduisent en contrats CDI ou CDD à hauteur de 20 à 25% du nombre total des contrats aidés. Vous allez me dire, c'est peu. Mais c'est finalement beaucoup. Parce que pendant 2 ans, 3 ans... Je rappelle juste les raisons qui ont poussé le gouvernement. Bien sûr. Mais pendant 2 ou 3 ans, la personne retrouve de la dignité, retrouve de l'utilité sociale, retrouve une place dans la société. Et moi, je ne pense qu'on ne peut pas, d'un trait de plume, de manière brutale, on peut remettre en cause les contrats aidés, mais dans la discussion. Et là, la décision est tombée en plein été, et ça, les élus ne le supportent pas. Alors, Éric Bocquet et Bernard Delcros. Oui, non, mais je crois qu'il est temps de considérer que les collectivités seraient une variable d'ajustement dans le budget. La dette des collectivités, c'est 9% du total de la dette française, 11% de la Sécu, 80% l'État. Les collectivités empruntent pour investir et équilibrent leur budget à l'euro près. Voilà. Si le budget n'est pas équilibré, il est rejeté par le préfet, ce qui est normal. Elles n'ont pas le choix. Et donc les élus ne supportent plus de traiter ainsi et d'être incapables aujourd'hui d'investir. Moins 6% il y a 2 ans au plan national. Moins 5% l'an dernier, moins 3,5% cette année. Voilà ce qui va se passer. Donc dans les territoires, le chômage va repartir de plus belle. Évidemment, le sentiment d'abandon va ne faire que croître et embellir avec les conséquences politiques que l'on sait, avec le pire des votes qui existent. Vous êtes d'accord? Oui, sur les contrats aidés, je partage le point de vue de Patrick Caner. Je pense que l'approche qu'a le gouvernement sur cette question des contrats aidés est une approche théorique qui ne correspond pas à la réalité du terrain. Et se dire qu'il vaut mieux avoir un contrat solide et durable qu'un contrat aidé, tout le monde est d'accord là-dessus. Simplement, en supprimant les contrats aidés, on ne crée pas les emplois durables à côté. Et les personnes qui sont aujourd'hui en contrat aidé, pour beaucoup d'entre elles, elles ne vont pas se retrouver dans un contrat plus solide, consolidé, elles vont se retrouver comme demandeurs d'emploi, premièrement. Et deuxièmement, pour être élu d'un département très rural, je pourrais citer tout un tas d'exemples de petites communes rurales ou d'associations
qui ne pourront pas apporter, qui n'auront pas les moyens financiers d'apporter le service sans les contrats aidés. Donc, tant du point de vue de la question de l'emploi lui-même, des personnes qui sont contrats aidés, que du point de vue du service à la population, l'approche qui est faite théorique des contrats aidés n'est pas la bonne. J'ai reçu, je vais prendre un très concret, j'ai reçu très récemment la présidente d'une ADMR. Une ADMR, c'est une association d'aide en milieu rural. Donc, c'est une association qui est pilotée par des bénévoles, qui emploie des salariés, une trentaine de salariés, pour apporter des aides à domicile, faire du ménage à domicile ces personnes âgées. La personne qui assure le secrétariat, le planning, l'accueil téléphonique, l'accueil physique des personnes qui demandent ces services, elle est en contrat aidé. Ce contrat aidé n'a pas été renouvelé. La présidente m'a dit, moi je suis dans l'incapacité, les bénévoles ne peuvent pas faire ce travail. Moi elle m'a dit, je vous dis tel quel, parce que c'est ça la réalité du terrain. Je vais démissionner de la présidence parce que je suis incapable de faire tourner l'association. Il y a des dizaines d'emplois derrière et il y a du service à la population. Donc je souhaite vraiment que sur la question des emplois aidés, je souhaite vraiment que le gouvernement révise sa position. Peut-être le mot de la fin pour vous, pardon, Marc-Philippe Daubresse. Pardon ? Le mot de la fin pour vous, pardon. Moi, le mot de la fin, je vous l'ai donné tout à l'heure. On nous invite en juillet à faire un contrat de confiance. Pour faire un contrat de confiance, il faut signer un contrat, il faut avoir confiance. Pour l'instant, on n'a pas confiance parce qu'on n'a eu que des signes de défiance. Et pour signer un contrat, il faut lister tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Le prêt à taux zéro, les contrats aidés, comment on compense la baisse de la taxe d'habitation, etc., etc. Et puis mettre tout ça sur la table et on pourra dire si on peut reprendre le dialogue. Mais pour l'instant, la défiance est au rendez-vous. Et M. Macron, vous voyez, il se comporte comme quelqu'un qui résonne mégalopole parisienne. Je pense que son gros problème, Patrick Caner l'a dit, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une commune de terrain. Laurence Rossignol, bonjour. Merci d'être avec nous. Sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. J'accueille également Laurence Cohen, bonjour. Sénatrice communiste du Val-de-Marne. On vient de l'entendre, vous allez déposer dans les prochains jours une proposition de loi pour protéger les victimes mineures de viol et éviter la notion de consentement. J'accueille également sur ce plateau Violaine Guérin. Bonjour, vous êtes gynécologue, endocrinologue, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles. Et j'accueille Jackie Coulon. Bonjour, merci d'être avec nous. Secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats. Première question pour vous, d'ailleurs, Jackie Coulon. Comment peut-on expliquer cette décision de justice qui a considéré finalement que les faits commis par l'agresseur, je rappelle âgé de 28 ans, eh bien, relèvent plus de l'atteinte sexuelle, un délit passif de la correctionnelle, et non pas du viol? Le critère principal pour distinguer les agressions sexuelles et le viol, d'une part, et les atteintes sexuelles, d'autre part, est l'élément de contrainte. Contrainte, comme l'indiquait à l'instant le sujet, contrainte, menace, violence ou surprise. Il est vrai que la contrainte peut être morale ou physique, mais si l'un de ces éléments manque, il n'est pas possible de retenir la qualification d'agression sexuelle ou de viol. La différence entre l'agression sexuelle et le viol étant, d'une part, pour le viol, une pénétration sexuelle et pour l'agression sexuelle, un acte sexuel, un attouchement sexuel sans pénétration. Donc, l'élément essentiel dans le dispositif juridique actuel, c'est le plus souvent, c'est contrainte, violence, menace ou surprise. En l'occurrence, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de contrainte, en tout cas pas d'éléments pouvant établir la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Et dans ce cas, lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans, donc ça peut constituer une atteinte sexuelle qui est punie d'une peine de 5 années d'emprisonnement. Et d'ailleurs, il y a une possibilité pour une atteinte sexuelle sur un mineur entre 15 et 18 ans lorsque les faits ont été commis par un ascendant ou par personne ayant autorité sur la victime. Donc le critère essentiel, c'est de savoir s'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise pour distinguer le fait de viol de l'atteinte sexuelle qui est un délit. Pourtant, Laurence Rossignol, d'autres pays européens sont beaucoup plus sévères sur cette notion de consentement. Elle est complètement bannie chez nos voisins européens, en deçà parfois de l'âge de 15 ans. Oui, mais parce que moi, je ne veux pas faire un rose sur les juges qui ont prononcé cette décision. Ils l'ont fait, effectivement, leur décision est conforme au code pénal. Mais ce que le code pénal ignore, pour le moment encore, c'est l'évolution de la connaissance sur la question de la contrainte physique, morale, des victimes d'agressions sexuelles ou de viol. Et en particulier, ce que le code pénal ignore, c'est la sidération.
la sidération qui tout le temps revient. C'est-à-dire qu'on entend souvent, là on est sur le cas, on a deux sujets, c'est le cas de la minorité, mais il y a aussi le sujet du viol, de la qualification de viol en général. Dans la qualification de viol en général, on entend souvent dire, mais la victime, en fin de compte, ne s'est pas défendue. Voilà. Et le fait que la victime ne s'est pas défendue vaut présomption de consentement. Or, ce que l'on sait, parce qu'on a travailler sur des sujets qui n'intéressaient, avant les féministes, ces sujets n'intéressaient personne, disons-le clairement, où ils faisaient partie de la culture globale du viol dans laquelle on évolue depuis des centaines d'années. Et maintenant, on sait qu'on a identifié dans le comportement des victimes ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire que la victime est paralysée par la contrainte morale, psychologique qu'exerce sur elle l'agresseur. Et donc, il faut que le code pénal prennent aussi ça en compte à l'avenir. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on ne mette pas une présomption quasi irréfragable de non-consentement lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà, une petite fille de 11 ans, c'est une enfant. Donc, la question de son consentement n'est même pas discutable. Voilà, le code pénal pour le moment, on ne la prend pas en compte. Il faut la prendre en compte. Laurence Cohen a dit qu'elle ferait une proposition de loi. J'en ferai une aussi. Peut-être on en fera une toutes les deux. Ou du moins, on s'arrangera pour que la première qui arrive à passer dans la niche parlementaire soit soutenue par l'autre. On pourra peut-être essayer de faire niche commune pour une proposition de loi de ce type. Mais il est indispensable, parce que ce n'est pas qu'un sujet de code pénal, c'est un sujet global de protection de l'enfance et aussi, comme toujours avec le droit pénal, il y a un effet, bien entendu, de l'efficacité pénale, mais il y a aussi le message qui est lancé à la société. Ce que l'on dit à la société, non, un adulte ne peut pas avoir de relations sexuelles avec un enfant. Si c'est le cas, c'est un viol et le non-consentement doit être présumé. Laurence Cohen, pourquoi faut-il ce type d'affaires pour qu'on se rende compte qu'il y a une sorte de vide juridique ? Écoutez, parce qu'effectivement, là, il en a été beaucoup question. Malheureusement, je crois que ce qui est très important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de protection réelle des victimes. Que ce soit d'ailleurs des enfants, que ce soit les femmes d'une manière générale. Et sur le viol notamment, il y a une culture dans notre société, une culture du viol qui fait que de toute façon, quelque part, la victime soit avait provoqué, soit avait consenti. Et c'est extrêmement grave. Pourquoi c'est grave ? D'abord parce que, ne serait-ce que déjà poser la question qu'une enfant de 11 ans puisse suivre quelqu'un de 28 ans sans être du tout sous l'emprise quelconque de cet adulte, ne pas entendre sa parole. Moi, j'ai été extrêmement frappée quand Laurence Rossignol parle de sidération. Il y a eu des travaux extrêmement importants qui ont été faits ces dernières années. Je pense à Muriel Salmona qui a vraiment des études très détaillées. La sidération, ça veut dire qu'à un moment, il y a sidération et dissociation. Bon. Et donc, à partir de là, cet enfant de 11 ans, elle ne pouvait pas dire ces mots, sidération, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à sa maman ? Elle a dit « j'étais comme un automate ». Eh ben, je trouve que cette phrase « j'étais comme un automate » résume vraiment bien ce qu'elle a dû vivre. Et le fait que la justice, donc même s'il y a un vide dans le code pénal, c'est à nous, législateurs, de le combler. Mais je trouve qu'il y a double violence. Elle subit donc cette violence d'un homme de 28 ans, qui pour moi est un criminel. Il a violé. Et elle subit le fait qu'on lui dise que finalement, elle était consentante. Donc on n'écoute pas sa parole, on n'entend pas sa parole. Et quand je dis qu'il y a des traumatismes psychologiques graves, il y a aussi des conséquences physiques sur les enfants, les personnes qui sont victimes de ces viols. Donc c'est très très important d'avoir une loi. Et je finirai juste par un mot. Moi je suis très contente que, quelles que soient nos familles politiques, il y ait plusieurs propositions de loi qui soient faites sur le sujet, parce que comme ça, on aura des chances d'aboutir dans l'intérêt des victimes. Et c'est pour moi le plus important. Juste un mot. Juste un mot pour dire qu'on va faire des propositions de loi, mais on sait que le temps d'initiative du Parlement et du Sénat est relativement bref. Moi, j'appelle d'abord la garde des Sceaux à se saisir du sujet et à déposer elle-même un projet de loi ou à demander l'inscription de nos propositions de loi. C'est à la garde des Sceaux aussi de prendre l'initiative sur ces questions.
Violaine Guérin, est-ce que vous pensez qu'une modification de la loi telle que la proposent les 2 sénatrices sur ce plateau sera suffisamment protectrice avec ce seuil, cette limite de non-consentement à 13 ou 15 ans? C'est important de le poser dans la loi. Il faut dire que quand même, de façon générale et assez souvent, les magistrats et les avocats considèrent tout ce que vous avez dit et on n'est pas toujours dans ce type de situation. Donc là, on est sur une situation particulière et on est interpellé effectivement par cette situation, mais c'est quand même mieux quand c'est écrit. Et par exemple, les Canadiens qui sont très en avance sur le sujet de la violence sexuelle n'avaient pas dans leur code pénal il y a quelques années cette notion de consentement et elle est tellement importante qu'ils l'ont vraiment écrite ces dernières années. Donc c'est fondamental qu'on fasse également cela. Et puis effectivement, avec le recul, on s'aperçoit que le corps parle, que des pathologies même somatiques sont des conséquences de ces violences sexuelles, pas seulement des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Donc il est urgent que la société prenne conscience de la gravité de toutes ces violences et des conséquences qu'elles engendrent. Et effectivement aussi de ne pas se retrancher, parce que souvent on entend des débats sur la baisse de l'âge des premières règles et il faut prendre en conscience qu'il y a quelques années, quand on n'était pas sous tous les perturbateurs endocriniens et certaines évolutions de la société, qu'en Europe, l'âge des premières règles était à 17 ans. Donc aujourd'hui, on fait un amalgame entre la baisse aussi de cette puberté et la possibilité de consentir à des violences, à des rapports sexuels, ce qui n'est pas juste. Jackie Coulon, que disent les magistrats? Est-ce qu'ils sont en demande d'une clarification de la loi, justement, de faire comme nos voisins européens, d'avoir ce seuil de non-consentement à 15 ans? Ça faciliterait peut-être la lecture de la loi, de l'analyse des juges? Alors, il est vrai qu'effectivement, des législations étrangères ont fixé un seuil pour le consentement. Ça n'a pas été le choix du 16 ans législateur. en Angleterre, par exemple. Ça n'a pas été le choix du législateur français jusqu'alors. Mais je dois dire que s'il y avait un seuil qui était fixé par la loi, évidemment, ce serait appliqué par les magistrats qui appliquent la loi. Et ce serait plus facile aussi d'appliquer, puisqu'il y aurait un seuil ou un plafond, comme on voudra, à partir duquel il ne pourra pas y avoir de contestation sur ce point. Donc nous n'avons pas, d'opposition à cette... Si je peux me permettre, les magistrats ont fixé le seuil, puisqu'un arrêt de la Cour de cassation qui fixe à 5 ans le seuil du non-consentement. Je pense que le seuil est bas. 5 ans. Voilà. Mais les magistrats voilà, la Cour de cassation a considéré qu'en deçà de 5 ans, il y avait une présomption de non-consentement. Je crois qu'il faut qu'on ait une discussion sur l'âge retenu par la Cour de cassation. Mais nous, Parlement, nous, législateurs, nous prenons nos responsabilités. Moi, j'attends pas des magistrats qui fassent à notre place le travail législatif. Pour autant, quand il y a déjà une décision de la Cour de cassation, ça aide pour continuer. Jackie Coulon aussi. Pourquoi la différence d'âge aussi dans ce cas n'a pas forcément présumé de la contrainte? Alors là, n'ayant pas connaissance des éléments du dossier, ni même des arguments qui ont pu être échangés, puisque d'après ce que je sais, il avait été soulevé l'incompétence du tribunal par les parties civiles en invoquant l'absence de consentement fondée sur l'âge. Je dois dire que je n'ai pas assisté au débat, je n'ai pas eu accès au dossier et je ne sais pas quels sont les éléments qui ont été déterminants. Ce que je constate, ce que j'en conclus, c'est que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour dire qu'il y avait des actes de contrainte de la part de l'auteur sur la victime. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que le code pénal et le juge pénal se placent d'abord dans l'optique de ce qu'a voulu et ressenti l'auteur. L'auteur doit avoir conscience de l'absence de consentement de la victime, ce qui pose toute la difficulté de l'état de sidération dont vous parliez. Alors, lorsque c'est une enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, à mon sens, il n'y a pas à discuter s'il y avait consentement ou pas. Mais quand on se trouve avec une plaignante qui est adulte et qui peut aussi avoir cet état de sidération, eh bien, la discussion peut porter non seulement sur le fait que la victime n'était pas consentante, parce qu'elle se sent véritablement violée parce qu'elle n'était pas consentante, mais il faut aussi que l'auteur ait, lui, conscience de l'absence de consentement. Il faut qu'il ait la conscience qu'il commet un acte de contrainte
contrainte morale, et cet élément doit être discuté, prouvé, en l'état actuel du droit, en tout cas. On parlait tout à l'heure de la législation canadienne. Effectivement, au Canada, la législation n'est pas la même qu'en France, et c'est pratiquement à la personne qui est poursuivie de prouver que la victime n'était pas consentante. Ce qui n'est pas tout à fait le même schéma. Laurence Cohen, Voilà. Oui, moi je veux insister sur ce qu'on vient d'entendre, donc qui reste dans le cadre évidemment de la loi. Mais c'est quand même extrêmement choquant, et c'est pourquoi il faut modifier la loi, d'entendre que finalement quelqu'un de 28 ans n'aurait eu aucune ascendance sur cet enfant de 11 ans. Nier que cette petite fille ait pu avoir peur, ait été même terrorisée, et penser qu'il faille réfléchir à un consentement ou un non-consentement d'un acte sexuel. Mais là, on est sur un viol. Or, les victimes de viol, quel que soit leur âge, elles sont toutes en état de sidération et de terreur. Et c'est lourd de conséquences, parce que quand elles arrivent à porter plainte, et il y en a très peu qui arrivent à porter plainte, quand elles sont entendues dans les commissariats, elles ont une attitude tellement de distanciation que bien souvent c'est interprété comme finalement c'est pas si grave que ça, il n'y a pas tellement de conséquences, on les voit pas, elle a l'air d'être indifférente. Et il n'y a pas une réflexion sur le fait que, vu le choc qu'elle a subi, elle a cette attitude-là. C'est pourquoi c'est extrêmement important à la fois de modifier la loi, à la fois de poursuivre, d'améliorer, d'amplifier les formations au niveau des policiers, mais au niveau des magistrats. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Et puis, je crois aussi que c'est extrêmement important d'arrêter de déqualifier les viols. Pour moi, comme pour les associations féministes, comme pour beaucoup, eh bien, un viol doit passer en cour d'assises. Et donc, à partir de là, parce qu'on donne quand même un signal à l'auteur. Là, le signal qu'on donne, il a 28 ans, il a violé quelqu'un de 11 ans, finalement, c'est pas grave. Et donc, il y aura d'autres prédateurs qui se frotteront les mains devant une telle sentence. C'est fondamental Clémente. pour qu'on y voit clair, effectivement, qu'un viol doit être jugé aux assises, parce que ça entraîne une confusion dans les chiffres, etc. Mais d'autre part, il faut aussi qu'on fasse un gros travail dans ce pays par rapport à la sexualité, parce que nos enfants reçoivent de la pornographie en permanence, on a des jeux vidéo où on gagne des vies si on viole une femme, par exemple. Donc, on a aussi cette notion de consentement. Ça rejoint cette culture du viol qu'évoquait Laurence Rossignol. Moi, j'aime pas le mot culture du viol, mais j'aurais pas le temps dans l'émission d'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est d'être dans le respect. C'est très important, et il y a une confusion aujourd'hui chez nos jeunes, parce que par exemple quand je reçois des jeunes femmes en consultation, des jeunes filles, aujourd'hui ça peut leur paraître banal d'avoir des rapports avec 2 hommes à la fois après avoir pris un contact sur Facebook, et ça c'est pas ça la sexualité. Donc il y a une confusion entre la pornographie et beaucoup d'autres attitudes, et je pense qu'il faut vraiment mettre en place toute cette prévention, réexplication, même aux adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas ce que c'est qu'une sexualité épanouie, non violente. Donc là, on a un gros travail à faire également, et autour du consentement, là encore, et du respect. Laurence Rossignol, je voudrais également vous entendre sur l'erreur sur l'âge du mineur qui parfois peut être cause d'exonération. Là aussi, il faut peut-être réévaluer la loi, c'est-à-dire... l'auteur ? Oui, l'auteur a estimé peut-être qu'elle n'avait pas 11 ans, qu'elle était plus âgée. Ah oui, pas l'âge de l'auteur, l'âge de la victime. La perception par l'auteur. Comment dire, quand c'est une histoire qui se joue entre 15 et 16 ans et demi, on peut encore entendre ça. Quand il s'agit d'une petite fille de 11 ans, c'est inaudible. Voilà, ce n'est pas recevable. C'est pourtant un des arguments oui, c'est l'argument de l'avocat, mais l'avocat est là pour défendre son client et pour essayer de lui épargner le plus possible de peine. Donc, ce n'est pas parce que l'avocat le dit que c'est vrai. Mais voilà, ceci dit, ce n'est pas acceptable. Mais on est plus globalement, et ce que vous disiez, Violaine, à un instant, est très important. C'est un problème d'abord pour moi de protection de l'enfance. Et ça doit être relié avec les questions, par exemple, d'accès des enfants à la pornographie. Moi, j'avais engagé un travail sur la période où j'étais ministre, chargée de l'enfance, pour protéger les enfants d'un accès précoce aux sites pornographiques.
Ce qui aujourd'hui est un vrai problème, parce qu'on a des gamins de 10-11 ans qui pensent que la sexualité, c'est ce qu'ils ont vu sur Internet. Et quand on sait par ailleurs que la pornographie sur Internet est de plus en plus trash, violente, extrême, pour évoquer ce que vous disiez il y a un instant, il est nécessaire. C'est pas compliqué, hein, je dis simplement. Comment on protège les enfants? Moi, j'avais trouvé, il faut juste une discussion un peu serrée avec les opérateurs. Il faut que le contrôle parental soit installé par défaut, a priori, sur tous les terminaux. Ça va pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Et puis après, les parents doivent rentrer un code pour enlever le contrôle parental. Il y aura forcément, ça ne sera pas du 100% de réussite, mais c'est toujours mieux qu'aujourd'hui où les parents n'installent pas le contrôle parental parce qu'ils doivent faire la démarche. Les opérateurs peuvent le faire et il suffit d'être un peu ferme avec eux pour leur demander de le faire. Voilà, ils le savent. Donc moi j'attends aussi, j'ai un tout petit souci en ce moment, c'est quelle est la position du gouvernement, quel est l'engagement du nouveau gouvernement sur les sujets de protection de l'enfance que j'ai portés, qui sont des sujets vastes. Alors qu'on va revoir les chiffres, hein, si vous voulez bien, Laurence Rossignol. En 2016, il y a eu 16 000 plaintes pour viol, dont 8 000 sur mineurs. On va voir ça tout de suite. C'est un phénomène qui s'amplifie, en fait, Laurence Rossignol. Alors on verra peut-être les chiffres tout à l'heure. 16 000 plaintes pour viol de mineurs. On ne sait jamais, sur ces sujets-là, on ne sait jamais si ce qui s'amplifie, c'est la dénonciation ou c'est la commission, ou ce sont les faits. J'ai tendance à penser que ce qui s'amplifie, c'est la dénonciation. C'est-à-dire que plus on en parle, plus on libère la parole et plus les victimes portent plainte et sont aidées à porter plainte. Le problème, pardonnez-moi, il n'est pas simplement dans ces chiffres-là, il est dans le taux d'affaires qui se termine par une condamnation pénale. Et là, je crois qu'on est... Si ma mémoire est bonne, les statistiques sont 10% des faits donnent lieu à des plaintes et 10% des plaintes donnent lieu à une condamnation. Parce qu'il y a un sujet dont il faut qu'on discute un jour sérieusement. Est-ce que la justice pénale a pour fonction de punir l'auteur ou de réparer la victime? Et on n'est pas clair. On est dans l'ambiguïté encore là-dessus. Et je sais que le monde du pénal est réticent à ce que son rôle soit un rôle de réparation, et il s'en tient. Votre réponse sur ce point soulevé par Laurence Rossignol, les deux, on a envie de dire certainement. Exactement. Exactement, les deux. D'abord, au premier chef, le rôle du juge pénal est de punir l'auteur des faits qui a commis des faits contraires à la loi. Et la législation française a ça de bien, parce que pour le coup, c'est pas le cas de toutes les législations en Europe. C'est la possibilité de se constituer partie civile, de demander réparation de son préjudice, d'insister sur le préjudice qui a été causé, ce qui peut être aussi l'occasion d'interpeller l'auteur sur les conséquences des faits qu'il a commis, parce qu'il n'en a pas toujours une conséquence aussi accrue que ce qui devrait être le cas. Et puis ensuite, donc, le juge pénal accorde alors des dommages-intérêts. Alors forcément, c'est de l'argent, et le préjudice est tel que finalement, c'est pas de l'argent qui va réparer le préjudice. Moi, je voudrais quand même dire que sur les 10% dont il était question, il y en a 60 à 70% qui sont classés sans suite. Et il y en a 15 à 20% qui sont déqualifiés. Donc on voit bien là qu'il y a un problème de fond, où effectivement on ne reconnaît pas à une victime de viol d'avoir été violée. Et là, je parle de toute victime de viol, que ce soit enfant ou femme. Donc on est là dans des chiffres qui sont extrêmement importants. Et vous voyez, on est quand même... Moi, je trouve qu'on peut discuter, on peut ouvrir à d'autres sujets. La pornographie, ça concerne effectivement, il faut protéger les enfants, les ados, etc. Mais les adultes, ils vont aussi largement, et ça leur entraîne aussi une certaine conception des choses. Mais c'est surtout qu'on est quand même dans une société où finalement, la femme, la petite fille, ce sont des objets. Et à partir de là, eh bien, vous voyez, finalement, est-ce que quelque part, elle n'en avait pas envie? Et ça, je crois que, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on ait aussi comme débat, et que ces propositions diverses de loi puissent aller jusqu'au bout des choses. Une victime de viol doit être protégée, et encore plus quand elle est mineure. Toby Nathan, bonjour. Bonjour. Vous avez passé 3 ans à écouter des jeunes en voie de radicalisation dans votre cabinet, dans votre centre. Une 60aine de jeunes, des âmes
errante, dites-vous. Et ce qui frappe d'abord dans votre livre, eh bien, c'est que ce sont beaucoup de destinées individuelles. Il n'y a pas finalement de vrai portrait type du jeune radicalisé. Je vous cite, délinquant de cité, fumeur de shit, coquette des beaux quartiers, jeune lycéen, studieux, et tous se sont radicalisés. Oui, absolument. Il n'y a absolument pas de profil type. On a eu toutes sortes de personnes, toutes sortes d'origines aussi, c'est-à-dire des personnes qui étaient de familles musulmanes, d'autres qui étaient de familles chrétiennes, d'autres qui étaient même de familles qui ont changé de religion plusieurs fois à chaque génération. Oui, de pays différents, vous parlez, de pays différents, de jeunes souvent des tchèques, métis, espagnols même. Exactement, souvent des métis, et c'est-à-dire des métis culturels, je veux dire. C'est-à-dire la maman est, je ne sais pas, afghane par exemple, et le père est italien, des choses comme ça, et sont des gens très très différents. En revanche, j'ai quand même pu Il y a un point commun. Ouais, j'ai quand même pu repérer quelques points communs. Un point commun particulier, c'est essentiellement des migrants de seconde génération. Il faut le dire, c'est la vérité. Ce sont des migrants de seconde génération, et parmi eux, ce sont des migrants de seconde génération dont les parents ont perdu le lien avec leurs sources, en fait, avec leurs origines. Ils ne retournent plus au pays, ils n'ont plus de relations avec les traditions, etc. Ils ont doublement rompu avec leurs racines, ils ont une identité culturelle vacillante. C'est ainsi que vous parlez d'eux. Absolument, absolument. Vous avez très bien connu cette soixantaine de jeunes, mais il y a 15 000, 20 000 fichiers S. Est-ce que vous pensez qu'on peut extrapoler ce que vous avez pu observer sur cette soixantaine de jeunes à toute cette masse de personnes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois vous dire que ce sont des portraits en profondeur, en essayant surtout de regarder à travers leur histoire les choses, les concepts, les idées qui les ont retenus, qui les ont captivés, qui les ont capturés même. Et au fond, le point de comparaison, c'était moi en fait. Parce que moi-même, je suis un migrant, et moi-même, j'ai eu un moment de flottement comme ça dans mon existence. Moi-même, j'ai adhéré à des idéologies radicales. C'était pas les mêmes, c'était en 68, vous voyez. Oui. Donc, vous êtes arrivé dans les années 50, fin des années 50 en France, et puis il y a eu toutes les idéologies marxistes, absolument, la guerre du Vietnam. Absolument. Et je me souviens très bien que tout comme eux, bon, c'est toute proportion gardée, bien sûr, mais tout comme eux, nous regardions au loin, le centre du monde était au Vietnam, était en Chine, était en Union soviétique, et pas du tout à Gennevilliers où j'ai passé mon enfance. La différence aussi qu'il y a, c'est qu'à l'époque, le Vietnam ou ces idéologies ne cherchaient pas à vous capter. Oui. Alors que là, la différence, c'est que la différence essentielle. Daesh cherche à capter toutes ces personnalités. C'est la différence essentielle, parce que le Daesh a organisé des véritables stratégies de capture des jeunes dans les pays occidentalisés, en fait. Vous avez dit un peu vous reconnaître dans ces jeunes. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer, que ça puisse déranger, que vous disiez cela ? Pourquoi ? Non, je n'ai pas du tout la même idéologie. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas radical, j'ai envie de tuer personne. Non, c'est pas de ça que je parle. Je veux dire, le moteur à l'intérieur, cette faille dans l'identité, je reconnais quelque chose qui est commun avec moi. En revanche, je pense que si cette machinerie qui me semble, qui nous fait nous ressembler, me donne envie d'aller les chercher, et d'aller les chercher là où ils sont, et de les ramener parmi nous. L'objectif de votre démarche, c'est bien d'expliquer ce qui se passe dans leur tête. Oui. C'est d'autant plus intéressant qu'à l'époque, il y a eu, en tout cas en début 2016, un débat politique sur comprendre, expliquer. On va écouter les mots qu'avait utilisés à l'époque Manuel Valls, alors Premier ministre. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Oui. Pour ces ennemis qui s'en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille. Car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Il faut bien sûr chercher à comprendre. Ce qui ne veut pas dire chercher je ne sais quelle explication. Là, il y a un débat. J'ai dit un jour à l'Assemblée nationale ce que je pensais sur ces questions-là. J'ai tout de suite vu la polémique. Non, moi je crois au travail des chercheurs, des experts, des sciences sociales. Je rencontre
beaucoup de ceux qui réfléchissent sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émergence de ce débat? On a entendu que Manuel Valls est partiellement revenu sur ce qu'il avait dit début janvier. Mais je suis d'accord avec lui. Je veux dire, quand des jeunes gens sont passés à l'acte, ont commis des attentats, à ce moment-là, il relève de la justice. C'est à la justice d'intervenir. De toute façon, c'est ce que nous devons à la fois aux victimes et à la société aussi, qui a été choquée, qui a été bouleversée par ce qui s'est passé. Je me souviens de ce qui s'est passé durant les attentats. Et chaque fois, qui continue à se passer, à chaque fois qu'il y a un attentat, la société est bouleversée. Elle a besoin d'une explication et cette explication ne peut être que judiciaire. Maintenant, quand moi je travaille en prévention, je travaille avec des jeunes... C'est une clinique préventive. Oui, je travaille avec des jeunes qui ne sont jamais passés à l'acte. Et qui ne passeront pas? J'espère que non. J'espère que le travail que je fais va faire en sorte qu'ils ne passent pas à l'acte. Je travaille en prévention avec des jeunes qui ont été signalés, la plupart du temps d'ailleurs par leur famille, par leur maman souvent, mais pas seulement, parfois par leur lycée, par leur collège. Et qui... Par la police aussi? C'est arrivé? Non, enfin, peut-être qu'il y en a. Moi, j'en ai vu une soixantaine. S'il y a 20 000 fichiers S, vous imaginez que je ne peux pas faire de statistiques, mais ceux que j'ai vus, en tout cas, c'était essentiellement par leur famille ou par leur collège qu'ils avaient été signalés. Donc, ils ont été signalés parce qu'ils ont inquiété leur environnement. Ils n'ont pas passé à l'acte, ils n'ont fait aucun délit. Et je les accompagne avant, en espérant que ça ne se passe jamais, bien entendu. Et je crois que je mets tout en œuvre pour que ça ne se passe pas, justement. Vous êtes assez sévère à l'égard de l'attitude que l'on peut avoir aujourd'hui à l'égard des parcours radicalisés. Vous listez soit le recours à la loi, alors que ces personnes ne reconnaissent pas la loi, donc inutile pour vous, soit une compassion sans réciprocité et qui déclenche la violence. Pourquoi ? Alors, bon, c'est un peu plus long, mon explication, mais vous la dites de manière résumée, si vous avez raison. On est limité par le temps, mais je disais que ces deux attitudes qui sont des attitudes de compassion qu'a dénoncé d'ailleurs Manuel Valls, c'est-à-dire vouloir comprendre à tout prix, etc. Et les attitudes punitives, en fait, ont conduit toutes les deux à des échecs. Ce que je dis, c'est qu'ils nous amènent des questions, ils mobilisent notre intelligence, leurs préoccupations sont des préoccupations intellectuelles. Il faut aller les retrouver là où ils ont des préoccupations intellectuelles et leur faire des contre-propositions intellectuelles d'un niveau équivalent. C'est-à-dire des choses qui les intéressent, qui les excitent, qui excitent leur cerveau, quoi. Oui, vous vous adressez à l'intelligence, en fait, de ces personnes radicalisées. Vous expliquez très bien qu'il y a une logique derrière cela et que ce n'est pas aussi simple que d'imaginer que ce sont de simples fanatisés. Bien sûr, ils sont fanatisés aussi, parfois, même souvent, mais ils ont toujours des questions intellectuelles. Je me souviens avoir passé des heures à discuter de l'unicité de Dieu, ou bien des notions d'apocalypse, de fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que cette notion d'apocalypse se retrouve dans toute une série d'univers culturels? D'où ça provient? Toutes ces questions-là, qui sont des questions fondamentales auxquelles... habituellement, les psys n'ont pas l'habitude de s'intéresser. Je m'y suis plongé avec eux. En un mot, est-ce que vous pensez qu'il faut plus de cliniques préventives comme la vôtre pour pouvoir lutter contre cette radicalisation des jeunes? On le voit, il y a beaucoup de centres qui n'ont pas fonctionné. On l'exposait dans le sujet avant. Non, c'est des centres de déradicalisation. Ça, je pense que ça me paraît... il y a une contradiction dans les termes. C'est-à-dire, on peut pas être... c'est fait, c'est trop tard. Non, mais on peut pas être volontaire pour être déradicalisé. Il y a quelque chose qui colle pas, quoi. C'est-à-dire, vous verrez jamais quelqu'un qui va venir vous dire « Je suis radicalisé, s'il vous plaît, déradicalisez-moi ». Ça n'existe pas. C'est pas possible. Et donc, cette notion à la fois de déradicalisation et de volontariat, il y avait une contradiction dans les termes même. En revanche, la clinique que nous faisons est une clinique sensible, une clinique de la relation individuelle approfondie. Je pense qu'elle est très efficace. Cela dit, c'est de l'expérimental. Nous passons des heures avec les gens. Je pense qu'on n'a pas les moyens de faire ça pour tous. C'est simplement pour faire ressortir les idées et nous faire imaginer des dispositifs qui seraient des dispositifs plus sociaux, plus politiques. C'est là-dessus que ça devrait déboucher, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Toby Nathan, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle donc votre livre passionnant, Les âmes errantes, aux éditions de l'Iconoclaste.
Daniel Grémillet, bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Vosges. Merci d'être avec nous. Joël Labbé est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur RDSE du Morbihan. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également François Bayrette. Vous êtes directeur et porte-parole de Génération Future. Merci d'être avec nous. Et Christophe Robin, bonjour. Vous êtes agriculteur. Vous représentez sur ce plateau les jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Première question pour vous, François Bayrette. Pourquoi faut-il aujourd'hui interdire, selon vous, le glyphosate ? Le règlement européen de 2009 est assez clair. Il y a des critères d'exclusion automatique des produits qui sont prévus, notamment les cancérogènes certains et probables. Or, quand on suit l'avis du Centre international de recherche sur le cancer, il n'y a pas de doute. Ce produit est suspecté d'être un cancérogène pour l'homme, donc il rentre dans la définition. Alors, vous avez évoqué les derniers articles du Monde d'hier et d'aujourd'hui sur les Monsanto Papers, et on s'aperçoit, après d'autres affaires, qu'effectivement, la firme qui avait donc le brevet de Roundup, qui est maintenant partagé avec d'autres, a quand même conduit des évaluations qui sont très sujettes à caution, avec des études estampillées indépendantes en fait écrites par des toxicologues de Monsanto, etc. On a vu il y a quelques jours les problèmes des agences également, parce que l'agence allemande chargée du dossier d'évaluation a fait des copier-coller du dossier d'industrie complet sur des dizaines de pages, ce qui donne finalement le jugement de l'industrie sur les études universitaires indépendantes, alors qu'on croit lire un avis de scientifiques indépendants d'une agence. Bref, on a une succession de scandales autour de ce produit. Je crois qu'il en est plus qu'assez. Maintenant, on doit envisager, comme ça a été dit, là, une sortie, un calendrier de sortie du glyphosate. Alors, il ne s'agit pas d'aller mettre les agriculteurs dans des difficultés, ce n'est pas ça l'objectif. C'est un règlement, le règlement de 2009 qui est basé d'abord sur le principe de protection de la santé publique. Maintenant, il faut étudier comment on applique ce règlement. C'est normal de l'appliquer, on suit la loi. En même temps, en pouvant sortir d'une manière qui soit acceptable et vivable pour les professionnels. Donc, c'est vraiment maintenant de l'intérêt général qu'il faut œuvrer. Christophe Robin, comment réagissez-vous à ce que vient de dire François Bayrette? C'est vrai qu'il y a des partisans de cette molécule, notamment chez les agriculteurs, pour qui l'arrêt de la commercialisation signerait leur arrêt de mort. Oui, écoutez, c'est vrai que même moi, sur mon exploitation, j'en utilise et j'invite tout le monde à venir voir et consulter les bonnes pratiques que je mets en place pour l'utilisation de ces produits. Maintenant, bonne pratique glyphosate, c'est pas contradictoire? Expliquez-nous comment vous faites. Le glyphosate, c'est un produit qu'on utilise entre les cultures, qui permet de désherber totalement et de pouvoir continuer à cultiver du blé, par exemple, derrière. Donc, on l'utilise avec des doses vraiment infimes et ça nous permet d'avoir à notre échelle une certaine économie et une certaine efficacité. Si je retire le glyphosate de mon exploitation, je serai obligé, si je veux le remplacer par des produits de synthèse, d'utiliser d'autres produits beaucoup plus nocifs et d'utiliser la charrue, donc d'avoir encore moins d'avoir une efficience et un impact sur l'environnement encore pire. Et ces produits de substitution n'existent pas? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution de secours, il n'y a pas d'alternative. Daniel Grémillet? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est sur effectivement une grande pression des lobbying. À la fois... Lesquels? Je crois qu'il faut parler vrai. Et effectivement, cette pression, elle vient à la fois du côté de Monsanto, elle vient aussi des organisations environnementalistes, elle vient de toutes parts. Et qu'aujourd'hui, en tant que politique, on a besoin d'une clarté et d'une certitude en matière scientifique. Et qu'il appartient à partir de ces certitudes scientifiques, effectivement, aux politiques de prendre ces décisions. C'est pour ça que le débat des 10 ans, à titre personnel, je pense que c'est un non-sens. Nous réclamons, effectivement, des certitudes scientifiques. Et effectivement, si ces éléments ne sont pas suffisamment solides, ça ne permet pas aux politiques de prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement, au niveau européen, on est au niveau national. N'oublions pas qu'on a aussi l'ANSES qui a pris aussi rendu des conclusions. Et ces conclusions, c'est de dire non, le glyphosate n'est pas probablement cancérigène. Donc effectivement, c'est un point qu'il faut... Écoutez, si ces scientifiques... vous contestez les conclusions de l'OMS, Daniel Grémillet? Non, je dis qu'aujourd'hui, on a besoin, au-delà des conclusions de l'OMS, qui ont été faites sur des bases qui ne sont pas celles de données scientifiques uniquement. Je ne peux pas vous laisser dire ça. On peut parler. Allez-y, je vous donnerai la réponse. La parole, François Bayrette. Mais quand je vous dis ça, c'est-à-dire qu'on est sur des doses, il ne faut pas ramener ça, on est sur des doses de consommation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de traces de glyphosate, on va peut-être se retrouver, mais laisser des études avec des consommations d'aliments qui feraient qu'on consommerait tous les jours 25 kilos de lentilles ou je ne sais quoi, c'est un non-sens, c'est ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on est a priori, je ne suis pas scientifique. J'ai besoin de leur avis et encore une fois, c'est absolument stratégique. Alors Joël Labbé, je vous donnerai la parole, François Bayrette. Peut-être
Oui, donc moi non plus, je ne suis pas scientifique. Je vais aussi chercher les avis et je vais aussi rencontrer le monde agricole qui pratique différemment. Et depuis des dizaines d'années maintenant. Alors lorsque j'entends dire qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de molécule alternative. Et je ne crois pas qu'il y en aura en désherbant total sans conséquence. Maintenant, c'est un système, ce sont des pratiques qui sont à se réapproprier. L'expérimentation est faite. Alors ce matin, je me suis renseigné auprès du GAEC Ursule en Vendée, 270 hectares, un système polyculture, élevage, système fourrager. Non seulement sans glyphosate, mais sans aucun produit chimique de synthèse sur leur exploitation, qui est largement viable. Alors peut-être votre réponse, François Veilleret, à ce que vient de dire Daniel Grémier, notamment sur l'aspect d'absence d'enquête scientifique qui prouverait la dangerosité du glyphosate. Le Centre international de recherche sur le cancer, c'est 17 experts qui viennent du monde entier, qui ont reviewé 1000 études scientifiques publiées dans les revues et comités de lecture, donc validées par les pairs. L'agence européenne, ça a été prouvé par différentes analyses de rapports, exclut l'ensemble des études universitaires, aussi fou que ça puisse paraître. Elle n'en retient pas une à charge. Et elle fonde son jugement sur l'examen, qu'on peut contester en plus, sur l'examen, uniquement des études fournies par les firmes. On va avoir un débat là-dessus, comment ce système est possible. J'ai toutes les réponses. Mais aujourd'hui, s'il y a une instance qui a un jugement non scientifique ou avec un aspect partiel et partial de la preuve scientifique, ce sont les agences. Les agences n'examinent pas tout le poids de la preuve. Vous avez d'un côté l'ensemble de la littérature scientifique indépendante produite par des études universitaires du monde entier. De l'autre côté, vous prenez une quinzaine d'études fournies par Monsanto. Si vous voulez, pour moi, la science, oui, elle est du côté des études validées, des études universitaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder aussi les études de l'industrie. D'ailleurs, il faut les regarder parce que même dans les études de l'industrie, on voit que les rongeurs les plus exposés ont plus de tumeurs que les autres. Pour nous, c'est clair, il y a assez de données scientifiques quand on regarde les études qui répondent aux normes scientifiques internationales. Peut-être un mot, Christophe Robin, sur ce que disait également Joël Labbé. Il y a quand même des agriculteurs qui ont recours au bio et qui arrivent à produire en se passant du glyphosate. Je crois qu'il faut tous les systèmes d'agriculture. Faut faire attention, faut bien les dissocier, puisque aujourd'hui, vous avez pu le constater, les aides au maintien de l'agriculture biologique viennent de disparaître. Donc, est-ce que le système biologique pourra perdurer ? Je me pose la question. Il n'empêche que depuis un certain nombre d'années, la Ferme France produit des aliments sains et de qualité avec des taux de résidus qui sont infimes et qui respectent la réglementation. Je rappelle encore une fois que l'agriculture française a une des normes les plus dures et les plus strictes au monde, avec des contrôles. Donc après, on respecte la loi. Daniel Grémier. Oui, vous savez, tout ça, c'est très sensible. Et je vais prendre un exemple, effectivement, on parle d'agriculture biologique. J'ai vu une étude qui a été commandée par l'association de consommateurs dans un pays européen qui met en évidence qu'aujourd'hui, je prends un exemple, c'est pour dire que aux études, en fonction de ce qu'on est en train de chercher, on trouve en fonction aussi de ce qu'on veut bien trouver. Et l'exemple là, sur les mycotoxines, démontre qu'aujourd'hui, les produits d'origine bio seraient bien plus chargés en mycotoxines en termes de risque pour la santé. Et sur l'aspect du risque de l'exposition par rapport au risque... Je vous renvoie effectivement, au rapport de l'AFSA sur le sujet en 2003. Et toutes les réponses. Quand j'évoque cela, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de le croire. Je suis en train de dire que les politiques et quelque part la position du ministre de l'Agriculture de dire il faut effectivement que le scientifique nous apporte, nous alimente, nous donne un certain nombre d'éléments de certitude qui viendraient peut-être compléter, peut-être affirmer ce que vous avez évoqué. Je suis pas... si c'est le cas, mais il ne faut pas attendre, il faut l'arrêter. Avec les conséquences qu'il y a derrière. Donc il faut être courageux. C'est-à-dire que si demain la France prenait une position unilatérale de dire on arrête le glyphosate parce qu'effectivement il s'avère qu'il y a un risque que les autres pays, que l'Union européenne ou d'autres pays à travers le monde continueraient d'utiliser, il faudrait qu'immédiatement on soit capable de fermer les frontières, c'est-à-dire qu'on interdise effectivement de faire rentrer des produits agricoles venant d'Europe, venant de pays, d'autres pays du monde qui autorisent le glyphosate notamment parce que effectivement d'abord ce serait un risque pour la santé dès lors qu'il est avéré et puis deuxièmement ça veut dire que la ferme
France, elle disparaîtrait complètement. Donc il faut du courage politique et c'est pour ça qu'il faut des certitudes. C'est pour ça qu'il faut une interdiction européenne pour pouvoir protéger les agriculteurs français. Vous entendez ces arguments aussi de risque de perte de compétitivité de l'agriculture française, Joël Labbé? De toute façon, ça ne peut pas être unilatéral, mais la France a un rôle capital à jouer dans ce domaine par rapport à l'Europe. Évidemment que si la France le fait, elle ne le fera pas toute seule. L'Italie vient de le décider, une opposition. Alors, mon voisin vient de donner un argument extrêmement fort en disant eh bien oui, il ne va plus y avoir l'aide au maintien pour l'agriculture biologique. Moi, je trouve cette décision, cette annonce absolument scandaleuse. Pour le maintien en agriculture biologique, au moment où il y a de plus en plus d'agriculteurs qui souhaitent faire leur conversion, il y a nécessité d'une aide au maintien. Ce qui n'est pas compté, ce sont toutes les externalités négatives générées par l'agriculture productiviste, celle qui utilise la chimie, en termes de qualité de l'eau, en termes de qualité du sol, de l'air, de santé publique, de pollinisation, de biodiversité. Ça fait beaucoup à la fois. Donc moi, ce budget agricole, s'il est voté sans la poursuite de l'aide au maintien, je ne le voterai jamais, évidemment. Et je dirai pourquoi et avec force, et je ne serai pas le seul. Aujourd'hui, il y a cette famille, ce couple de l'Isère, Christophe Robin, qui porte plainte contre Monsanto. Ils estiment que leur fils est handicapé puisque la maman aurait été soumise à des trop fortes doses de glyphosate, une trop forte exposition pendant sa grossesse. Vous qui l'utilisez, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre santé ? J'ai un cahier des charges pour utiliser ces produits, donc je m'y tiens et je porte des protections, puisque voilà, une protection individuelle pour éviter tout contact avec le produit. C'est vrai qu'on manipule des produits qui sont dangereux à haute dose devant nous. Maintenant, voilà, ils sont dilués dans l'eau et on les épand sur les champs. Donc voilà, à partir de là, il n'y a aucun problème. Ouais. Aujourd'hui, Daniel Grémy, on apprend, c'est le journal Le Monde qui révèle ça depuis hier, que Monsanto en fait s'efforce de contrôler les études scientifiques. Est-ce que c'est troublant comme élément pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a cette pression des lobbies qui est trop forte sur ce sujet? Ce que vous disiez je suis complètement d'accord sur le fait que la pression des lobbies de tous côtés est bien trop forte. Et que si les révélations du Monde sont confirmées, a priori, il semblerait qu'effectivement, il y ait eu quelques soucis. Ça dure depuis 40 ans, nous apprend le Monde. Oui, mais c'est vrai de toute part. Je redis aujourd'hui, le politique, l'Europe, notamment la France, a besoin que les agences indépendantes, sinon il faut les supprimer, l'ANSES, etc. Réformer. Il faut les... Non, mais si on prend des conclusions que lorsque ça vous arrange, c'est pas possible. On a besoin de clarté et de certitude scientifique. Et quand je dis ça, c'est pour aussi encourager les jeunes à rester dans notre pays, à s'investir et à continuer d'alimenter ces agences en termes de cerveau, parce que c'est absolument stratégique que l'Europe et que la France garde cette jeunesse et cette dynamique de recherche. Donc on en a besoin, c'est une nécessité. Et c'est pour ça que je ne veux pas, moi, m'appuyer sur les études de Monsanto, comme je ne veux pas non plus, même si... Stéphane Travert dit qu'il n'a jamais reçu le lobby Monsanto, qu'il n'a jamais été approché. Est-ce que c'est le cas de parlementaires ? Non, je crois que la question des parlementaires, on n'est pas... Non, je crois qu'aujourd'hui, la question des parlementaires, c'est pas d'être approché, c'est pas Monsanto qui va venir nous dicter. Enfin, je pense que... Beaucoup plus subtil que ça. On voit que dans le rapport d'évaluation allemand, l'agence allemande chargée de l'évaluation du glyphosate a fait sur 100 pages des copier-coller intégrales sur les passages qui vont évaluer les études sur la génotoxicité, le cancer, la mutagénicité, etc. Des pompages intégrales du dossier de l'industrie, sans mettre de référence, sans dire qui parle, comme si c'était son jugement. Il y a un vrai scandale ici. Il y a une vraie nécessité de réformer le système d'évaluation et les agences. Comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Comment est-ce qu'on peut tolérer qu'on ignore l'ensemble de la science universitaire? L'ensemble de la science universitaire, aujourd'hui, monsieur le sénateur, pour l'évaluation des pesticides est ignoré. On avait déjà, moi, avec mes collègues européens, les autres ONG européennes, étudié 7 dossiers. Jamais une seule étude universitaire n'a servi à abaisser une dose admissible ou à interdire un produit. Et pourtant, ce sont des équipes qui sont toutes validées et leurs publications sont validées. Seules, in fine, les études des firmes sont retenues pour donner l'autorisation à des produits dangereux, et donc les firmes sont jugées parties. Elles fournissent les études, ces études sont les seules retenues, et à la fin, c'est même elles qui fournissent le commentaire sur les études universitaires que des agences complaisantes copient-collent dans un dossier officiel. Si avec ça, il n'y a pas besoin d'une réforme, je ne sais pas ce qu'il faut attendre pour enclencher une réforme urgente. Joël Labbé, pardon. Pour moi, le monde agricole français et européen est victime d'un système.
les gens que vous représentez, vous êtes victime d'un système qui est hyper verrouillé. On sait que c'est l'herbicide le plus utilisé au monde. Donc derrière ça, il y a effectivement Monsanto, mais il y a toutes les cultures OGM résistantes aux herbicides. S'il n'y a plus la possibilité d'utiliser le glyphosate Roundup, c'est tout ce pan des cultures OGM qui tombe toute l'Amérique du Sud. Nous, on le souhaite vivement, tellement on avance dans une impasse, qu'il y a des alternatives. Il y en a chez nous, il y en a partout dans le monde, et c'est en train de bouger partout. Et c'est aussi ce que demandent les citoyens et les consommateurs. Et de plus en plus d'agriculteurs sont lucides sur ce sujet. Est-ce qu'on peut chiffrer à combien s'élèverait l'arrêt immédiat du glyphosate? C'est ça, c'est une étude de 2 milliards l'Ipsos d'euros pour la ferme France. Ouais. Voilà. Oui, c'est un chiffre que, par ailleurs, on a pu contester, parce que la démarche scientifique, pour le coup, de ce calcul, on peut en discuter. Et vous contestez tout. Donc, mais non, mais on a le droit d'avoir une opinion. Il faut savoir que Génération Future, quand même... Non, mais vous, est-ce que c'est une étude scientifique publiée, le 2 milliards, ils viennent d'où? C'est des chiffres produits par nos syndicats. D'accord, c'est un chiffre produit par votre syndicat, d'accord, mais dites-le. Comme moi, je peux produire des rapports sur d'autres sujets. Il y a aussi une étude d'Ipsos, en fait, qui est faite. Et moi, je le dis, je l'assume, je dis pas c'est une étude scientifique. Voilà, c'est une étude. Donc c'est votre syndicat qui a produit ce chiffre. Appuyer sur le fait qu'il faut faire attention, je respecte monsieur, mais Génération Future a tendance à faire un peu peur et à instrumentaliser quand même le public, le grand public, parce que voilà, si vous avez sorti des études, notamment avec des traces de présence. Des enquêtes, parce que nous, on n'est pas en position de scientifique. Des traces de glyphosate. Sauf que voilà, c'était tout à fait normal et c'était tout à fait pas préoccupant pour la santé du consommateur. Nous, on a voulu informer le consommateur sur la présence de glyphosate dans l'alimentation. On a fait notre travail. Allez-y, Daniel Gremillet. Oui, non, mais je pense que le sujet qu'on évoque, il est très intéressant par rapport au positionnement français. Moi, et par contre, ça n'a pas été dit par le ministre ce matin, je le regrette. Parce qu'il y a une feuille de route qui est la démocratie. Il y a eu une élection présidentielle qui dit qu'il n'y aura pas de surtransposition. Tout à fait d'accord. Donc ça, c'est un point stratégique. On ne peut pas d'un côté dire, affirmer des choses et dire la ferme France sera au rythme des décisions et des autres, au rythme de l'Europe, et d'un autre côté dire on va sortir d'une manière unilatérale. Ça, c'est un premier point. Ce qui renforce mon premier propos de dire si jamais la France, et je ne suis pas encore une fois en train de défendre Monsanto, pas du tout. S'il y a danger, il faut l'arrêter. Je suis très clair en tant qu'élu. Il faut l'arrêter, on ne peut pas jouer avec la santé. Mais par contre, il faut en décliner les conséquences et l'interdiction à tout niveau. Interdiction. Mais je voulais terminer. Allez-y. Parce que la France, qui a été quand même à l'initiative de COP21, on va avoir bientôt un grand rendez-vous. Il faut parler d'éco-bilan. Et j'ai beaucoup apprécié votre remarque parce qu'effectivement, il y a d'un côté les conséquences des pratiques agricoles, et de l'autre, ce que tu as évoqué avec l'exemple de ton agriculteur, les gaz à effet de serre, les conséquences du labour si on relaboure à nouveau. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'1 an, on avait des débats ici très intéressants sur l'agroforesterie, sur l'agroécologie, etc. La pratique du non-labour est un des éléments stratégiques pour y arriver. Donc, d'un côté, on voulait, pour répondre à des objectifs environnementaux très importants, on conseillait aux agriculteurs, effectivement, d'être dans ces pratiques. Donc, c'est pas si simple. Et moi, je suis, en tant qu'élu, avide, et j'ai besoin aussi, et là, je vous rejoins, d'objectivité sur l'éco-bilan de la conséquence. La conséquence pour, bien sûr, la santé, il ne faut pas jouer avec la santé, mais l'éco-bilan pour la Joël planète. Labbé, vous souhaitiez réagir. Daniel, vous êtes trop binaire. C'est soit l'agriculture qui conserve les sols avec le glyphosate, ou soit l'agriculture labourée. Mais c'est faux. On peut pratiquer l'agriculture de conservation sans utiliser le Roundup. Et il y a un certain nombre d'exemples qui parlent d'eux-mêmes. Certes, ce n'est pas si simple que de passer le Roundup, puisque ça, c'est on ne peut plus simple. Il y a d'autres méthodes qui sont déjà expérimentées et il y a une recherche qui doit aller dans ce sens-là. Et là encore, tout en préservant évidemment la qualité du sol et puis l'impact sur le climat, nos agences, notamment l'INRA, devraient beaucoup plus travailler sur la question des cultures associées, sur la question du mélange de cultures. Tout cela s'est pratiqué et d'une façon un peu informelle par certains agriculteurs, et au fil du temps, ça fonctionne.
Mais de toute façon, il n'y aura pas un système adaptable sur tous les terroirs. Il s'agit, comme par le passé, mais d'une façon moderne, d'adapter les cultures au terroir. Mais il faut revoir complètement nos programmes de formation en matière d'agronomie. Absolument. Aujourd'hui, on a abandonné un peu. Pas en matière d'agronomie, l'agronomie c'est l'agronomie, mais en matière d'enseignement agricole, oui. Je voulais juste réagir sur ce qui avait été dit avant. Nous, justement, il n'y a pas de surtransposition dans cette affaire-là. C'est un règlement européen. Donc il est directement applicable en droit français. Il n'y a pas besoin, comme à la différence d'une directive, de le transcrire dans une loi. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait justement une décision européenne qui s'applique à travers ce règlement, qui mettra tous les agriculteurs européens sur un pied d'égalité. Et donc on n'est ni dans la distorsion de concurrence entre agriculteurs européens, ni dans la surtransposition des directives de Bruxelles. Arrêtons les importations. On arrête les importations. Et puis on fera comme au Danemark alors, où là-bas ils donnent à manger leur blé aux cochons parce qu'il n'est pas consommable. On a su aussi protéger par exemple les agriculteurs français par rapport aux dimétoides. Mais aujourd'hui, les aliments que l'on consomme et que nous produisons sont sains. Donc je vois pas. Il y a un règlement européen, on demande simplement qu'il soit appliqué. On n'est pas très gourmand dans l'affaire. On arrive bientôt au terme de ce débat, Joël Labbé. Qu'attendez-vous aujourd'hui de l'Europe? On voit qu'il y a quand même beaucoup de suspense autour de cette décision, que les avis ne sont toujours pas tranchés. Moi, je vais parler en politique parce que je suis en politique. J'estime que notre responsabilité là est énorme, notre responsabilité de politique français. Et je le répète, l'influence de la France sur l'Europe et pour que l'ensemble de l'Europe se mette au diapason. Je voudrais rappeler la déclaration de Nicolas Hulot lorsqu'il a dit qu'on va être rattrapé et par l'histoire et par la justice. Moi, j'en ai la pleine conscience et je ne veux pas être méprisant par rapport à ceux qui pensent différemment, mais je veux essayer de convaincre de plus en plus et de plus en plus fort. Daniel Grémillet, sur la décision qu'on attend, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux à Bruxelles en ce moment autour de cette question du glyphosate. Il faut que l'Europe soit courageuse. Et l'Europe et la France. Je redis à nouveau, j'ai besoin en tant qu'élu, nous avons besoin en tant qu'élus d'avis scientifiques. Et effectivement, qu'on exclue, qu'on fasse ce ménage absolument nécessaire sur les lobbies, à la fois du côté Monsanto, des entreprises, même si on a besoin des informations des entreprises. Oui. Attention, respectons les entreprises. Mais l'avis scientifique, il doit venir des agences, l'agence européenne, l'agence française. Ouais. François Bayrette, est-ce qu'on n'a pas perdu déjà suffisamment de temps on a perdu, on a perdu une trentaine d'années parce qu'en 1985, aux États-Unis, le glyphosate était classé comme cancérogène possible. Et déjà, là, on a vu des bagarres avec Monsanto essayant et réussissant à faire déclassifier le produit. Donc c'est une histoire qui finalement se répète de génération en génération. Bon, maintenant, on a tellement d'éléments qu'il ne faut quand même pas qu'on se fasse balader exactement de la même manière qu'il y a 30 ans. Parce que déjà, en matière scientifique, on n'a jamais une certitude absolue. Donc ça, vous abandonniez, monsieur le sénateur, le rêve d'avoir une certitude à 100% d'un côté et à 0% de l'autre. C'est toujours... merci la science d'avoir augmenté la durée de vie quand même. Non, mais la science fonctionne comme ça, et c'est normal. Dans la science, il y a une diversité d'opinions. Après ça, quand vous êtes sur du 50-50, c'est compliqué. Mais sur l'affaire du glyphosate, quand vous examinez l'ensemble de la littérature scientifique internationale, vous avez à peu près 3/4 des études qui montrent divers problèmes sanitaires. Donc aujourd'hui, on a les données scientifiques qui nous permettent de nous faire un avis raisonnable. Vous savez, le Centre international de recherche sur le cancer, c'est une agence qui dépend de l'OMS, qui fait foi, qui fait autorité sur l'évaluation des produits chimiques et autres par rapport au cancer. Ils ont une démarche qui est sur des bases de consommation quotidienne par le temps. Mais c'est ça le problème. Si on a 2 secondes, je vous explique comment ça se passe. Alors allez-y, vous nous dites des bases de consommation. Ça fait référence donc éventuellement à la quantité de produits ingérés. Je vous renvoie au règlement 107/2009 qui fait foi donc sur les pesticides. C'est pas pour un cancérogène, on n'est plus dans l'évaluation du risque, pour un génotoxique non plus, pour un perturbateur endocrinien non plus. Le législateur européen a prévu de les retirer a priori sur leur caractère de dangerosité, sans rentrer dans l'évaluation des risques, parce qu'il a considéré, à juste titre, pensons-nous, que les produits étaient suffisamment dangereux pour qu'on ne rentre pas dans une évaluation du risque qui sous-estime ou qui puisse se tromper. Donc ici, ce n'est pas une question de quantité. Il faut prouver la dangerosité intrinsèque d'un produit. Et si on rentre dans un produit qui peut être classé dans telle catégorie, on le retire du marché. Et ça, c'est une mesure qui a été adoptée par la majorité du Parlement européen en codécision avec les autres, la Commission, etc., les autres instances européennes, et qui protège la santé des Européennes et des Européens. Si elle est appliquée.
Christophe Robin, peut-être, le mot de la fin avec vous. Non, c'est juste pour ajouter que voilà, depuis les années 2000, on a quand même divisé par 30% l'utilisation de nos produits phytosanitaires. Donc voilà, la ferme France, elle sait faire attention, parce que déjà, elle fait attention à son porte-monnaie. Les agriculteurs font pas n'importe quoi. Moi-même, sur mon exploitation l'année dernière, il y a des produits que j'ai pu me passer de mettre, des fongicides pour protéger mes blés. Je ne les ai pas mis, ça me coûtait de l'argent. Voilà, donc on sait faire des efforts, on sait faire attention. On a des fermes défis qu'on appelle, qui sont pilotées par les chambres d'agriculture, qui permettent d'étudier un petit peu l'impact de la baisse encore plus des phytosanitaires. Donc on travaille bien des sujets. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi.